Salut! Je vais faire. Après avoir essayé de faire un document pour expliquer comment utiliser l'outil de STM32 CubeIDE, ça prenait vraiment longtemps pour le temps un projet de tutoriel prendrait à faire. Donc, je me suis dit, ce serait peut-être plus rapide de le faire juste avec une vidéo. Je suis en train de faire cette vidéo pour vous montrer comment ça marche. On y va. Donc, pour commencer, vous deviez avoir installé STM32 CubeDE sur votre ordinateur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez aller voir dans Teams. Vous allez sur Teams, Avionic, Files. Après ça, vous allez dans Tools, qui est le quatrième. Puis il devrait avoir l'installateur juste ici pour la version 10. 1.10, je pense. Donc on va aller download ça. Ça prend quelques minutes pour du monde qui ont beaucoup de vitesse Internet. Après ça, ça devrait apparaître dans vos downloads. File Explorer, Download. Puis, ça devrait être la dernière affaire que vous avez téléchargée. Donc, on va aller l'ouvrir, puis partir de l'installation. Touti, 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 touti. J'ai, je, Si ça bug, cliquez plus, ça va régler les problèmes. Non, ça... Ah, ok, il a pas fini de downloader. Là, il devrait avoir fini de downloader. Alright. Donc, on peut partir de l'installateur ou l'extraire, I guess. On va l'extraire ici. Tant qu'à y faire. Ouais, ça fait 900 MB à peu près. Presque un gig pour l'installateur. Comme vous pouvez voir, moi j'ai déjà plusieurs versions 1.7, 1.9. La dernière c'est 1.10. Je conseille de toujours rester avec la dernière version. Ça fait pas des gros changements au niveau du code qu'on fait. C'est beaucoup plus pour les nouvelles chips euh, microcontrôleurs qui sont rajoutés dans leur librairie. On va dire oui. On va continuer, on va accepter, continuer. Ah, ça c'est. Gars, j'ai pas besoin de le transférer, on va annuler ça. Ah, il se connecte au serveur pour faire l'installation. Donc, une fois que vous avez l'installateur, il faut quand même l'Internet pour qu'il aille chercher les données. Même si c'est 1 gig l'installateur. C'est bon à savoir. Pendant ce temps-là, vous pouvez siroter du thé, aller demander à vos colocs ou familles comment ils vont, comment leur journée est allée, ou le faire pendant un cours comme ça run en arrière. Yeah! Vers la moitié, ça devrait avoir. Ça va faire le reste des étapes. Je pense que c'est. Ouais, ouais. Ah, c'est parce que je suis en train d'extraire en même temps. Peut-être si je l'avais extrait séparément. Ben, ça devrait prendre le même temps au total. Que tu l'extrais, puis tu passes l'installation, le temps que ça extrait, puis qu'après ça fasse l'installation, ben là, ça fait les deux en même temps.
Sinon, on peut y aller pour une petite anecdote. Saviez-vous qu'est-ce qui est meilleur qu'une patate en plein milieu de l'hiver? Une patate au milieu de l'océan. Ouais, seulement des vérités. Ah, qu'est-ce que je peux ratisser ça? Tuyou, 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 tuyou. Je trouvais que ça manquait du son. Ça a besoin du background music. Je peux-tu changer la taille? Non. On va avoir fini bientôt. Attention. Nous arrivons vers la fin. Pendant ce temps-là, vous pouvez aussi faire un ménage de votre bureau. Ça, c'est un jeu, ça va dans les jeux. Ça, c'est un jeu, ça va aussi dans les jeux. Oh, on va remplacer le fichier. Ça, c'est les launchers. Ah, ça va là-dedans, en fait. Je peux aussi mettre ça là-dedans. Ouais, ouais. Ouais, ça ressemble à ça. Hey, on a fini. Fini. Ouais. Donc là, il devrait avoir fini d'installer. Donc on a la version 1.10. Allez, cliquez sur la version 1.10 pour ouvrir 1.10. Maintenant, ça vous demande dans quel workspace vous voulez travailler. Vous pouvez utiliser celui de base qui est sous votre nom de votre ordinateur STM32Cubede Workspace, ou vous pouvez essayer d'en créer un. Donc, des fois, quand tu veux que tes choses soient plus organisées, tu peux être dans ton desktop, mettons. J'ai du Rockets, QR, MOP, Rocket. Non, c'était pas le bon Rocket. SSD. J'ai-tu Rockets? Ouais, Rockets. Firmware. Puis là, je peux dire, ben, je veux que ce soit ici. Donc, ça, c'est ma location de mon workspace où je vais travailler. Donc, launch. Et là, ça va dire, oh, attention, c'était dans une plus vieille version parce que j'avais déjà un workspace. Une version updatée. Continue and update. Which may make it incompatible with older versions. Donc, ça veut dire que si tu arrives pour ouvrir une plus vieille version, ça marchera plus. C'est correct. Moi, je vais y aller. Comme ça, au pire, ça va être dans la nouvelle version de STM Cube 32 Cube IDE. Maintenant, oh, ouais, ça ouvre une petite truc avec les notes de qu'est-ce qui a été changé. On va retourner. On va permettre qu'il puisse faire des modifications ou whatever, qu'il ait accès au réseau, ou je sais pas. Ah, ouais. Ils vont dire qu'ils voient des projets, est-ce que je veux les importer dans mon truc de travail? Je peux dire oui, c'est correct. Encore une fois, c'est une autre sorte de fichier de projet. C'est un peu comme Visual Studio Code ou Visual Studio, ils vont avoir des points VS Code ou des points projet VS ou je sais pas trop. C'est pour l'IDE qui puisse gérer ses fichiers puis ses projets. Est-ce que je veux qu'ils me suivent? Bah, ça, pas tout de suite.
Donc, ils devraient avoir déjà. Ouais, ça, ils ont transmis quelques projets, mais en ce moment, je ne veux pas regarder à ça tout de suite. Moi, je vais vous montrer comment créer un projet et faire la structure de base. Je vous en ai déjà parlé un peu dans les cours pour pendant la réunion. Sinon, pour les nouveaux qui arriveraient, ben, vous allez pouvoir apprendre. On va retourner au. Où est la page que j'avais tantôt? Ah ben, je l'ai plus. Sinon, vous cliquez sur File, vous allez sur Nouveau, vous voulez créer un nouveau projet STM32 et vous cliquez dessus. Et là, ça va commencer à partir le, les questions pour faire la création d'un projet STM32. Ça va aller télécharger toutes sortes d'affaires, c'est normal. Je suis juste en train d'hacker votre ordinateur et vous le saviez pas. Maintenant, voici l'interface pour choisir la chip microcontrôleur avec lequel vous allez travailler. Donc, nous, dans notre cas, pour les projets d'avionique, on utilise la chip STM32F405, ben, RGT6, il y a RGT7, sont toutes pareilles, c'est juste, spécifiquement, je pense que c'est la RGT6 qu'on utilise en ce moment, sinon c'est correct. Euh, Vous pouvez cliquer dessus, puis là, après ça, faire Next et commencer à créer votre projet. Sauf que si vous travaillez avec les dev kits pour faire un projet initial, ça va être une différente sorte de chip. Donc, il y a un L472, puis je pense qu'il y a un F446. Donc, STM32F446, je pense. RG lui aussi. Non. Euh... Attends, j'ai une photo de ça. Ça va prendre quelques secondes. Donc, avionique, documentation, formation, C, matériel de référence. Ah, voilà. Plein de photos pour. Si vous voulez voir, les photos sont encore là. J'ai pas fait de projet avec finalement, mais. Donc, sur votre module, dépendant de celui que vous travaillez avec, il va avoir un petit étiquette. Le L476, c'est un que je parlais. Puis, il devrait avoir aussi un autre avec un 4. Mais on va aller avec celui-là pour commencer. Donc, nous, on va créer un projet avec le L476RG. Donc, si vous marquez ici, vous pouvez garder le STM32 si vous voulez, ou vous pouvez le remplacer par Nucleo avec un tiret. Les deux marchent, mais moi, je vais juste y aller L476RG. Et là, ici, vous avez plusieurs RG avec des lettres à la fin. Nous, celui qu'on veut, c'est celui qui est spécifiquement sur un board Nucleo. Parce que dans le fond, ça, c'est les dev kits, les boards Nucleo. Donc, vous allez le sélectionner et ensuite faire Next. Maintenant, ça va vous demander de créer un nom de projet. Donc, je vais appeler ça exemple tutoriel. Ouais. Pas besoin d'être en majuscule, ça. Hein. Ah, ça peut l'être, je sais pas. Finir. Est-ce que je veux aller dans le Tool Editor? Je vais dire oui. Là, ça va loader et télécharger toutes les ressources que tu as besoin par rapport au Nucleo L476. Donc, toutes les pins et le hardware nécessaire va être déjà généré pour vous vu que c'est un board préfet.
Ça prend quelques minutes à finir, vu que ça prend quand même du temps à télécharger, mais là j'ai l'air de être gelé. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah ouais, donc c'est juste ça prend du temps. Hum, hum. Ça prend quand même un peu de temps. Normalement, pas autant de temps que ça. Euh, je sais pas si y a un bottleneck en quelque part, mais normalement ça va beaucoup plus vite et ça disparaît plus tôt. Oh, attention tout le monde, j'espère que vous avez pas acheté du COST. Ça, c'est en train de descendre dans ce moment, ça a de l'air. Ah bah c'est pas super. Ah non, ça descend. Ouais, moins 1,57%. Ah, Costco. Non, je niaise. Laisse voir. Donc, ici, c'est en train de télécharger tout le code et pour faire la génération de projet. Ça se peut que ça prend du temps. Ça se peut. Si ton ordinateur est un peu plus lent ou si l'internet est un peu moins bonne, ça se peut que ça prenne plus de temps. Je vous souhaite que ce soit plus rapide que ça. Ben, ou sinon vous le faites pendant un cours, vous le laissez rouler sur le côté, comme le download ou l'installation. Il faut que je commence à écrire de la nouvelle musique d'ascenseur pour ce download. Blue, 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 boo, 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 boo. Boo, 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 boo. Boo, 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 boo. Boo, 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 boo. Boo, boo. Boo, 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 boo. Boo, 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 boo. Boo, boo.
Prou, pou, 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 prou, pou, prou, pou, prou, pou, pou, prou, pou, pou. Prou, pou, pou, pou. Hey, c'est fait! Pourquoi ça prend longtemps? Ça, c'est censé avoir fini. Ok. Ça semble bizarre parce que là, c'est bloqué, mais. Oh, 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 c'est fait! Ok. Donc, comme j'ai dit, ça c'est l'exemple avec les pins pour le nucléo de déjà organisé. Je vois pas. Attends. Il manque des affaires. Ah non. Pourquoi qu'il manque des affaires? Hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm. On va réessayer. Donc, L nucléo L oh, nu- non STM32 L 47 oui. C'est celui-là spécifiquement qu'on veut. Ouais. Next. Ok, ben I guess ouais, donc j'ai fait une erreur. Je vais recommencer. De toute façon, vous n'allez pas voir cette partie-là parce que je vais l'avoir découpée de ma vidéo. Donc, euh, voici l'écran qui apparaît quand que vous voulez choisir un microcontrôleur. Donc, normalement, avec le club, on utilise le STM32F405. Ça, c'est pour nos projets RG T6. Ça, c'est pour nos projets d'avionique. Donc, tous nos avioniques ont le STM32F405. Donc, un projet va être généré à partir de ce fichier-là. Pour le test, pour l'exemple tutoriel microcontrôleur, on va utiliser le STM32 qui sera, quand que vous regardez au module DevBoard que vous allez prendre, ça va être marqué sur l'étiquette. Nous, c'est le L476RG qu'on va utiliser, le nucléo. Donc, L476, 476RG. Et là, vous voyez ici, il y a un board nucléo. Vous cliquez sur le board, ça vous amène ici. Vous assurez que c'est bleu pour être sélectionné. Et vous faites prochain. Après ça, vous donnez un nom à votre projet. Mais le nom au projet, moi, je vais l'appeler tutoriel. Et on va aller faire finish. Donc là, ça va générer l'interface pour contrôler et aussi le code nécessaire pour le nucléo. Vous n'auriez pas à choisir des pins, ça va être déjà généré de base pour vous. Il faut juste attendre que ça finisse d'être généré. Donc, juste aller fermer ce projet-là. C'était une erreur que vous n'avez pas vue parce que je l'ai découpé de la vidéo. Donc, c'est ça. Ici, vous voyez, c'est le microcontrôleur avec les pins. Ce qui est bien avec quand vous choisissez le nucléo,
toutes les pins sont déjà générées pour vous. Vous n'avez pas à rajouter des fonctionnalités. Au niveau hardware, c'est déjà fait. Contrairement à l'erreur de tantôt. Si vous n'avez pas cliqué sur Nucleo, vous allez voir, il va manquer toutes les pins vertes. Ça va être vide, comme ceci. Donc, assurez-vous que c'est bien généré pour le Nucleo. Et voilà. Donc, deux pins importantes à utiliser, je vais fermer l'autre projet, c'est la LED verte. Donc, on va aller voir LED verte ici, LD2 Green LED. Après ça, l'autre pin importante, c'est B1 Blue Push Button. Donc, sur le Nucleo, je vais ressortir la photo, il y a un bouton bleu. Le bouton bleu, ça, on va l'utiliser pour le tutoriel. Et la LED verte devrait être ici, LD2. Donc, ça, c'est la LED qu'on va contrôler. Ici, il y a un jumper. Dans la photo, il est enlevé, mais assurez-vous qu'il est bien mis sur les deux pins. C'est un détail, il devrait l'être déjà, mais dans la photo, il ne l'était pas. Mais c'est ça. Donc, bouton bleu, LED 2, c'est les deux choses qu'on va utiliser pour cet exemple. On va faire X. Maintenant, chose importante pour le tutoriel. Donc, maintenant, vous allez aller pour... Il y a quelque chose importante, spécifiquement pour le real time. Je vais avoir, quand je vais poster cette vidéo-là, je vais mettre un lien aussi vers le tutoriel qui couvre pas mal les mêmes choses que nous, mais un peu différemment au niveau de la structure. Mais le début de la vidéo explique c'est quoi du real time. Et je pense que ça, c'est très important. C'est une vidéo de DigiKey. Vous allez voir quand que je vais poster cette vidéo. Donc, première chose importante. Middleware. FreeRTOS, c'est le système qui va gérer le real-time. Vous voyez, c'est marqué Free Real-Time OS. On va aller l'activer avec SIM6 V2. Donc, SIM6 V2, c'est un wrapper qu'on appelle. Donc, on pourrait coder le real-time nous-mêmes en créant puis utilisant des fonctions. Ou on peut utiliser des fonctions pré-générées avec SIM6 V2 que la compagnie ST nous donne accès. Donc, on va cliquer sur SIM6 V2. Ensuite, si je viens monter ça ici, on va aller dans le... Ça, c'est l'interface. Enfin, ici, c'est tous les paramètres par rapport au FreeRTOS qu'on peut aller changer. Les parties importantes pour nous, c'est Task and Queues. Où est-ce qu'ici, on a la section Task, où est-ce qu'il y a la Default Task. Donc, FreeRTOS va toujours générer une default task. Nous, on l'utilisera pas, mais elle n'a pas le choix d'être là, donc on va la laisser là. Je vais faire Add. On va créer deux tâches. On va faire une tâche LED 1. En fait, on va l'appeler Task. C'est bien d'avoir une bonne nomenclature. Donc, c'est Task LED. On va l'appeler comme ça, LED 1. Ici, on peut jouer avec la priorité. Si on veut qu'il y ait plus de priorité ou moins de priorité, ça, vous allez voir dans le tutoriel par rapport au task. Et la fonction d'entrée. Donc, la fonction d'entrée, c'est le nom de la fonction qui va être appelée pour faire une boucle infinie. Je vais vous expliquer ça quand on va rentrer dans le code plus tard. Mais nous, on va l'appeler start task LED 1. Ensuite, la dernière chose importante à changer, c'est la génération de code. On ne veut pas que ce soit par défaut, on veut que ce soit externe. Donc, externe, ce que ça fait, c'est qu'à place de créer la fonction dans le fichier main,
on veut créer on veut que nous-mêmes on ait créé la fonction. Donc je vais vous montrer comment que ça fonctionne plus tard. Donc as external. Donc comme j'ai dit, chose importante, on met le nom task leader. La priorité vous pouvez jouer avec si vous voulez. La fonction d'entrée c'est start task leader. Puis on le met en external. OK. On va faire une deuxième tâche. Add task. On va l'appeler celle-là task LED 2. Donc c'est juste, ça va être deux tâches qui vont jouer avec la LED en même temps, mais séparément. Start task. J'ai-tu appelé ça de même? Task LED 2. Je devrais juste mettre enlever ça. Ouais. Start task LED 2. As external. OK. Je vais juste aller vérifier le nom de lui. On va enlever le A. Comme ça reste pareil partout. Donc là, j'ai mes deux fonctions. J'ai start task LED 2, donc c'est la même chose. Comme ça, start task LED 2 as external. Vous pouvez jouer avec la priorité, mais pour l'instant, on va pas jouer avec ça. Là, si vous décidez tout de suite de générer le code, pour générer le code, il y a deux façons. Quand vous faites un changement, vous faites CTRL-S, ça va sauvegarder et ça va vous demander si vous voulez générer le code. Donc, on va l'essayer. Veux-tu générer le code? Tu dis oui. Après ça, ça veut dire on va changer en perspective C, C++, donc une perspective de programmation à la place d'être l'interface. On va dire oui. Et là, ça me donne un warning. Donc, là, j'ai fait exprès, il y a quelque chose que j'ai pas changé et je voulais que pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'on est censé voir et qu'est-ce qu'on veut pas voir. Donc, ça dit quand RTOS est utilisé, il est il est vraiment fortement conseillé d'utiliser un HAL time-based source other than sysdig. Donc, je vais vous expliquer. Ce warning-là, on veut pas le voir. Le warning qu'on va toujours voir, c'est celui-là. Et celui-là, on peut le laisser comme ça. C'est pas grave s'il est là. Donc, on va dire non à générer le code parce qu'on a une erreur. Et je vais vous montrer c'est quoi l'erreur. Donc, l'erreur, c'est dans système, dans 6. Donc, ça, ici, c'est toutes les. C'est la gestion des blocs de système du microcontrôleur. Ah, c'est pas ça? Ah, c'est du timer? Non, non, c'est censé être dans le système. Ah, ok, attends. C'est parce que la section était trop élevée. Donc, si on va dans système 6, ici, il y a time-based source. Donc, time-based source, c'est la clock interne du système. Sysdig pour FreeRTOS, FreeRTOS utilise Sysdig. Et donc, il faut essayer de conseiller une différente clock pour le système. Vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Moi, je conseille, j'ai entendu que c'était bien d'utiliser 1 ou 6, mais on va juste utiliser Tim 1, qui est le timer 1. Ça a rapport avec l'infrastructure à l'intérieur, où tu as des clocks qui fonctionnent différemment. Donc, nous, on va prendre timer 1. Après ça, on va faire CTRL-S encore. Puis, on va faire oui pour générer le code. Oui pour l'interface C++. Puis là, l'erreur est plus là. Puis il y a encore ce warning-là que j'ai dit, c'est correct qu'on l'aille. Puis on va dire oui, on veut générer quand même le code. Donc maintenant, il va générer le code pour les deux tâches FreeRTOS et pour toutes les choses de base. Maintenant, je vais vous montrer un peu la structure de base du code généré. Puis après ça, ce que je m'attends à voir pour les projets futurs. Donc, pour le code généré, il y a deux sections importantes qui sont déjà là. Tu as driver, où est-ce que, en ce moment, c'est les drivers qui ont rapport avec FreeRTOS et tout le hardware du microcontrôleur. On n'aura pas à jouer trop là-dedans. Puis, il y a core. En fait, je vais retourner. On n'aura pas trop à jouer dans ces deux fichiers-là. Le jour qu'on veut rajouter des drivers pour d'autres hardware qu'on rajoute, mettons, pour communiquer avec si on veut communiquer avec une chip GPS ou GNSS, on va rajouter les drivers dans le fichier driver. C'est ça. Après ça, il y a core. Le core, c'est où est-ce que la principale du code est. Il y a
deux places importantes. Il y a le main.h. Dans le main.h, il y a toutes les pins qui sont générés par le code. Donc, si vous cherchez un nom d'une pin, ben, ils sont tous ici. Mettons, nous, ceux qui sont importants, c'est B1 pour le bouton 1 et LD2 pour la lettre 2. Après ça, l'autre partie qui est importante, c'est le main.c, que je vais vous montrer un peu comment il fonctionne. On va pas aller coder dans le main. On n'ira pas coder dans le main. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il fait, puis je vais vous montrer comment on va utiliser les fonctionnalités du FreeRTOS. Donc, le main, c'est tout le code généré et les périphériques sont activés dans le main. Donc, comme vous pouvez voir ici, tu as plein de OS Thread Attributes, donc c'est les attributs des threads qu'on a créés. Donc, les threads, le default task, les trois tasks qu'on avait, default, que j'ai dit qu'on n'utiliserait pas, task LED 1, puis task LED 2. Donc, tous les paramètres par rapport aux tasks sont générés ici. Ensuite, ici, c'est les prototypes de fonctions. Donc, comme je vous ai dit, nous, on a, en externe, on a task LED 1 et start task LED 2. Je vais vous montrer comment on va les utiliser plus tard. Mais toutes les fonctions sont générées ici originalement. Donc, un prototype, c'est une façon pour que le code sache où aller chercher les fonctions qui sont créées. C'est un peu plus compliqué que ça, mais ouais. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, on a le main. Donc, le main, c'est où est-ce que tous les systèmes sont partis. Donc, HAL init, donc on parle hardware abstraction list. Donc, HAL, c'est toutes les fonctions qui vont aller contrôler le hardware. On veut utiliser certaines fonctions de ça, vous allez voir. Après ça, ça configure toutes les clocks. Tout ça est généré automatiquement. On n'a pas à toucher à ça. Toutes les GPIO, donc toutes les pins sont générés ici. Les protocoles de communication sont initialisés ici. Puis après ça, ça part les tâches. Donc ici, ça fait juste créer la thread et ça appelle la fonction, mettons, start task LED 1 puis start task LED 2. On a encore une fois pas besoin d'aller toucher à ça. Ça, c'est pour l'utilisation de nos fonctions. Nous, on va aller travailler en quelque part d'autre pour créer nos fonctions. Puis après ça, ça part l'OS. Vous allez voir, traditionnellement, quand que tu fais du code, peu importe le langage, tu as ton main et tu as ton while 1, la boucle infinie dans laquelle tu codes. Nous, on va pas toucher à ce while 1 là, on le laisse vide, on n'y touche pas du tout. Pour le reste du code qui est dans le main, c'est encore une fois des configurations. Donc, toutes les clocks qu'on a configurées, tout à l'heure, on a choisi la clock TM1 pour le système, ben, ça va être généré ici. Tous les protocoles, c'est tous les paramètres sont ici. Donc, on peut les changer manuellement, mais je préfère que on reste par rapport au. On utilise l'interface CubeMX pour faire les changements. L'interface CubeMX, c'est ce que je vous ai. C'est ça ici. Là. Ça, c'est CubeMX ici. C'est ça. Tout le reste, c'est des paramètres. Encore une fois, c'est pas. On touche pas à ça. On touche pas au main.c. Je voulais juste vous montrer comment ça se passe. Vous allez voir, il y a le default task ici. Comme j'ai dit, on l'utilisera pas. C'est important de laisser le OS delay parce que sinon ton code va rester pris dans ce for-là et il ne laissera jamais les autres tâches commencer. Les OS delay, c'est ce qui segmente l'OS temps réel. Alright, donc ça c'est pas mal tout pour ce qui est dans le main. Je voulais juste vous montrer comment ça marche. Nous, quand on va coder, on va créer une autre section. Donc les trois sections importantes, c'est driver, core, puis il va y avoir un autre qu'on doit créer. Donc, entre que vous copiez-collez ce que j'ai déjà fait ici,
En fait, vous allez dans Avionics, fichier, documentation, formation, programmation embarquée. J'ai un fichier app. Vous pouvez le télécharger si vous voulez. Il y a déjà la structure de base dedans de ce que je vais vouloir. Ou vous le créez vous-même. Euh, en cliquant droit sur le fichier principal, donc tutoriel, vous faites nouveau, puis vous faites folder. Donc ce folder-là, on va l'appeler app pour application ou ouais, application. On va faire fini. Donc là, on a un fichier app. Dans app, on va avoir deux sections principales et ça c'est la base de la programmation en C. On va avoir un autre folder qui va s'appeler include, donc INC. Puis on va en avoir un autre qui s'appelle core. Oups, je voulais juste pas core, source. SRC. SRC. Donc, dans include, on va avoir tous les points H. Puis dans source, on va avoir tous les points C. En programmation C, les points H et en C++, c'est où est-ce qu'on initialise les prototypes de fonctions. C'est ce fichier-là qu'on va inclure dans nos programmes quand on va vouloir appeler des fonctions de d'autres modules. Nous, on va créer deux différents points H et deux différents points C, donc deux modules au total. On va avoir un point H. Donc, si on clique droit sur Include, on va créer un nouveau file. On va appeler le file led1.h. Donc là, on a led1.h. On va avoir aussi un autre file qu'on va appeler led2.h. .h. Donc là, on a nos deux .h pour les deux fonctions de LED qu'on va vouloir faire. Puis on va dans source, on clique droit sur source, on va faire LED1.c. Puis on va faire LED2.c. Alright. Donc là, LED1.h, LED2.h, LED1.c, LED2.c. Si vous avez oublié de mettre l'extension .c, .h, il va avoir un peu de la misère et il ne va pas les reconnaître. Mais c'est ça la base. Donc, chose importante pour les .h, c'est que tu dois mettre quelque chose qu'on appelle... oh man, c'est comment c'est des codes... j'ai un blanc de mémoire, mais c'est des codes... Colin, je vais vous montrer. LED1.h. Ah ouais, ça serait bien de mettre le mot app devant pour qu'on sache que c'est un fichier applicatif. Donc, juste renommer rename app LED1 puis app LED2. Même chose pour les .c. Rename. Vu que c'est des fichiers applicatifs, c'est plus visuel comme ça, tu sais dans quel fichier que tu travailles dedans. Surtout aussi après quand on révise le code. Donc, ce que je disais, c'est important au début de chaque point H d'avoir quelque chose qui ressemble à ça ici. J'ai oublié le nom de comment que ça s'appelle. Ce que ça fait, c'est que ça regarde if not defined, if and def. Est-ce que ça ici, qui est un nom que j'ai créé, existe? Est-ce qu'il a été créé, ça ici? S'il n'a pas été créé, on fait le reste. Donc, on va define, donc on le crée, la variable. Ou, puis, après ça, à la fin, on ferme la braquette. Donc, pour le code qui est vérifié avec un end if. Donc, on finit le if.
Donc ça, ce que ça fait, c'est que vu que ça, c'est le code que l'on inclut dans les fichiers, mais peut-être, je vais donner un exemple qui arrivera pas là, mais dans AppLed 2, on inclut, en fait, je vais vous montrer. Mettons, dans Applet 2, je fais hashtag include. Donc ça, c'est include, c'est pour inclure les fonctions d'un fichier. Donc nous, on veut inclure normalement applet 1 pour commencer. Je vais aller en anglais. Applet 2.h. Donc c'est comme ça qu'on include normalement. Et après ça, peut-être que ça me tente d'inclure app include app underscore led 1.h. Normalement, tu ferais pas ça. Ben, tu sais, dans notre cas, on ferait pas ça. Mais mettons que tu décides de faire ça. Puis qu'après ça, tu décides dans le main d'appeler aussi applet 1 et applet 2. Peut-être par exemple dans. Mettons, on a un app main, là. J'en ai créé un autre. File. Je vais l'appeler app main.h. Puis app. Donc les mains, normalement, c'est comme c'est où est-ce qu'on va avoir nos tâches principales. Pas tous les codes vont avoir des app main. Main.c. Et là, dans app main, ben, j'inclus app hashtag include. Là, bien sûr, app main.h. App hashtag include. App led 1.h. Et là, hashtag include app led 2.h. Donc, naturellement, dans le main, tu vas appeler toutes les fonctions que tu vas utiliser, mais sans le savoir, tu as aussi inclus LED 1 dans LED 2. Mais là, ce que ça va faire, c'est que ça va premièrement aller appeler toutes les fonctions qui sont dans main. Après ça, ça va aller appeler les fonctions qui sont dans LED 1. Puis là, mettons, dans LED 1, il va y avoir hashtag include app LED 1.h. Donc là, ça va aller appeler applet 1.h et là, ça inclut toutes les fonctions qui sont créées ici. Et là, ça appelle applet 2.h. Et là, ça appelle applet 2, cool. Après ça, ça appelle applet 1. Mais là, applet 1, toutes les fonctions qui sont dedans ont déjà été créées. Mais là, ils vont être recréés une deuxième fois. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ça ici. Donc, la première fois que ça va rentrer, ça va dire, est-ce que c'est défini? Cette variable-là. Non, c'est pas défini, donc on va la définir. Puis on va créer les fonctions. La deuxième fois que applet 1 va avoir été appelé dans applet 2 ici, ben ça va faire est-ce que ça a été défini? Et là, la fois d'avant, dans le main, quand on l'a appelé, ici, ben oui, ça a déjà été défini. Donc, ça va pas recréer toutes les fonctions parce que ça a déjà été défini, donc ça va sauter par-dessus toutes ces fonctions-là. Beaucoup de temps pour dire pas grand chose, mais c'est important dans chacun de tes fichiers .h de les encadrer par ces sections-là. Donc, on va faire la même chose dans les deux autres fichiers que j'ai fait. Donc ici, on est dans applet 2, donc on va changer le nom de la variable pour 2, let 2, comme ça, ça va vérifier pour ceux-là. Puis on va regarder aussi pour dans le app main. Donc ici, je vais l'appeler app main. On met tout en majuscule parce que c'est un define, c'est une bonne pratique. Et ça, c'est la méthode de base de comment écrire les guards, les code guards, ou j'oublie le nom, là, mais c'est ça. Donc, on va juste aller enlever ça, parce qu'on n'a plus besoin. C'était pour l'exemple. Ça, on peut le laisser, parce que c'est pour l'exemple. Alright. Donc, on a placé nos code guards. Qu'est-ce qu'on met dedans? Donc, pour l'instant, ça va être très simple. On va avoir juste une fonction.
Donc, comme j'ai dit, dans les points H, c'est où est-ce que tu initialises toutes tes données. Donc, tes variables. Tu veux pas initialiser des variables globales, c'est vraiment pas bien vu en général en C. Surtout pour des fonctions. T'es mieux d'avoir tes variables localement dans tes fonctions. On a certaines choses comme les structures de données qui sont globales, mais ça c'est autre chose. Vous aurez à travailler avec ça une autre fois. Donc, pour commencer, on va créer le prototype de fonction. Donc, le prototype, c'est juste le nom de la fonction, mais sans la définition de ce qui est dans la fonction. Donc, void, là, nous, la fonction qu'on veut créer, c'est start task led her. Là, ça vous dit quoi? Ben, c'est normal parce que c'est le nom de la tâche qu'on a fait générer tout à l'heure dans le main. Donc, start task led 1, c'est la fonction qui est appelée ici pour le thread. Nous, on est en train de la créer à l'extérieur dans la section app, mais lui, il va chercher pour ce nom-là quand il va essayer de partir sa fonction. Donc, puis nous, on va aller inclure ici en haut tous les fichiers .h qu'on va vouloir utiliser. Donc, hashtag include app underscore led1.h. Donc, comme que je vous disais de faire tantôt, hashtag include app led2.h. Et voilà. Donc là, les deux fichiers sont inclus ici. Et donc, quand ça va chercher la fonction, ça va les trouver parce qu'on va les avoir créés ici. Donc, on va faire la même chose avec applet2. On va l'appeler applet2, start task let2. Donc, ça, c'est nos prototypes de fonctions. Ensuite, on va aller créer nos fonctions. Donc, on va aller dans les points C. Je vais enlever tous les fichiers supplémentaires que j'ai pas besoin d'avoir ici. On va fermer ça. Main.h. Ouais. Donc, on a les points H. Puis là, on va aller dans les points C pour définir les fonctions. Donc là, avant, on a créé les fonctions. Puis là, c'est important d'inclure si tu veux avoir accès au prototype. Puis on va venir définir. Donc, même principe, tu écris le nom de la fonction, mais cette fois-ci, tu mets des curly braces pour ta fonction, comme dans la plupart des langages de programmation. Ici, une des choses importantes, c'est on va voir un while 1. D'accord? Donc, c'est une boucle infinie, mais le OS va gérer quand est-ce qu'il va donner la tâche à quelqu'un d'autre ou il va revenir. Puis, il faut au moins un OS delay dans chacun des tâches. Donc, je vais mettre un OS delay 1. Donc, c'est la base. Tu as besoin de ça au moins dans chacune de tes fonctions. Donc, on va aller le mettre aussi dans applet 2. Oups, j'ai fait CTRL-S, CTRL-V, CTRL-S. Oh, et ici, je l'ai appelé LED 2, mais c'est LED 1. Ici, ça c'est LED 2. Parfait. Donc là, ils ont chacun leur fonction de base. Pour tout le code que tu veux qui run juste une fois à l'initialisation, tu le mets avant le tâche. Donc, mettons que je veux faire initialiser la tâche de LED 1, ben je peux dire, ben, je veux faire for ouais, tu peux mettre toutes sortes d'affaires, là, comme, mettons, je vais faire toggle. Bon, je sais pas. Si vous voulez faire des initialisations, vous pouvez les faire au début. Ensuite, ce que vous voulez qui roule en boucle, vous le mettez dans le while. Pour l'exemple qu'on va faire aujourd'hui, on va utiliser deux fonctions, readPin puis togglePin. Donc readPin, ça va aller lire une pin et togglePin, ça va aller changer l'état. De façon où est-ce que si la pin était allumée, ben on va l'éteindre. Et si la pin était éteinte, on va l'allumer. Donc on va commencer par HAL. Donc HAL, c'est ce que je disais, c'est les fonctions créées par la génération de code. Si vous faites CTRL espace, ça donne toutes les fonctions disponibles. Nous, c'est HAL read
non, GPIO, parce que GPIO c'est les pins. Puis là, on va faire read pin, enter. Donc là, il faut spécifier deux choses. Il faut spécifier le GPIO, donc le groupe de pins dans lequel il est, et après ça, la pin spécifique. Donc, si vous vous rappelez tantôt, dans le core include main.h, vous aviez les noms des pins. Donc, puis ils ont initialisé des noms pour chaque section. Donc, mettons, nous, c'est le bouton qu'on veut aller lire. On va prendre pour la pin de B1 et le port GPIO B1. Donc, ça, c'est le groupe de pins. Donc, ça, c'est le groupe de pins GPIO. On va aller le mettre dans la première section ici, GPIO X. Donc, B1 pour le bouton, GPIO port. Puis là, après ça, on va aller prendre la pin. Donc, B1 pour le bouton, pin. Puis on va mettre ça GPIO pin. Donc, ça ici, ça vient lire la pin. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est on veut faire une condition. If, donc, si la pin est égale à 0, parce que je pense, il me semble que c'est 0. Quand tu pèses sur le bouton, c'est 0, et quand tu pèses pas dessus, c'est 1. Il me semble que c'est inversé, à mes souvenirs. Donc, on va lever le point virgule. C'est un if. Donc, on regarde si le bouton est pesé. On va aller toggle. Donc, HAL underscore GPIO, encore. Contrôle espace pour aller voir. Toggle pin. Donc, toggle pin, c'est ce que j'ai expliqué tantôt. Puis maintenant, on va vouloir toggle la LED. Donc, la LED, c'était LD2. Donc, on a GPIO port pour le LD2. Puis, on a la pin pour le LD2. Donc, comme ça, on vient toggle. On met un point virgule ici. Puis, à quelle vitesse qu'on veut toggle? Ben, ça, quelle vitesse qu'on veut que ça flash? Ici, au SDLay, c'est en millisecondes. Donc, si on le fait au millisecondes, il va juste avoir de l'air allumé tout le temps. Donc, on va mettre 200 millisecondes. Donc, ça va flasher assez rapidement, mais vous devriez être capable de le voir avec vos yeux. Maintenant, si vous voulez le runner tout de suite, là, j'ai pas de board sur moi en ce moment, mais je peux. En fait, oui, je pense que j'en ai un. Je reviens rapidement, mais vous allez pas voir ça, parce que je vais le découper de la vidéo. It's so funny because I'm like saying like, oh, I'm going to come back, but you won't see this because I'm going to cut it out of the video anyways. So, like, okay. I think I have stuff somewhere. Hmm. Oh well. What a cheeks. Ouais, donc, j'ai pas de board avec moi en ce moment, mais pour vous montrer comment ça marche, pour être sûr que le code compile. Premièrement, ben, il y a déjà un délai, on est correct. Premièrement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez peser sur le marteau. Le marteau compile le programme et génère les fichiers qui vont être ensuite transmis dans le module. Ah, j'ai 3 erreurs. Quelles sont mes erreurs? Des bons exemples pour debug. Message file or directory. Ah oui! Il y a une partie très importante que j'ai oublié de vous montrer. Et tant mieux que ça arrive avec une erreur. Donc, on peut pas juste rajouter un fichier comme ça. Comme qu'on a fait avec le app. Le programme a besoin de savoir où est-ce qu'il va chercher les fichiers. Donc, en ce moment, dans le main, on dit va chercher applet 1 puis applet 2, mais il sait pas son où. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est spécifier au système
où est-ce que les fichiers sont. Donc, cliquez droit sur le projet, allez dans Propriétés, et là, vous allez voir cet écran. Allez dans C++ General, vous allez aller dans Path and Symbols. Donc, Path and Symbols, c'est où est-ce que toutes les directions, ben, directory, donc où est-ce que les fichiers se trouvent et où est-ce qu'il va chercher. Donc, ici, il y a deux trucs importants à faire. Premièrement, il faut ajouter un path. On va rajouter un workspace. On va ajouter du workspace. Donc, on va aller dans tutoriel. On va aller dans app. Donc, ici, c'est spécifiquement pour les include, spécifiquement. Donc, on va aller choisir le fichier dans app inc. Donc, où est-ce que tous nos points H sont. Donc, ça devrait lui dire où chercher nos points H. Donc, ça devrait apparaître à la fin de la liste. Tutoriel app include. Donc, ça devrait régler comment trouver les points H. Mais après ça, ça a besoin de savoir où chercher les points C. Donc, ici, vous venez ici. Vous allez Add Folder. Puis là, vous choisissez App. Et vous faites OK. Et là, ça rajoute la section App. Donc, tu sais, tantôt, on avait Drivers, Core. Maintenant, on a App. Vous appliquez, ou vous appliquez fermé. Et maintenant, quand vous compilez, ça devrait être capable de trouver les fichiers. Et voilà. Je pense bien que ça marchait. Oh, j'ai 6 erreurs maintenant. Ouh! Ah, mais dans App, Source, LED1. Ah! Donc, c'est important, si vous voulez utiliser les fonctions de HAL, il faut inclure le HAL. Donc, pour inclure le HAL, vous pouvez juste prendre main.h. Main.h inclut déjà tous les systèmes, toutes les dépendances qu'on a besoin, ou vous faites juste inclure ça ici. En fait, ouais, non, on va juste inclure les fonctions de HAL. Donc, vous voyez STM32 L4XX, donc ça c'est pour notre board, HAL. Donc, c'est toutes les fonctions qui ont rapport avec ça. Donc, on va aller inclure ça. Vous pouvez le mettre ici, vous pouvez le mettre dans votre point H. Je pense que les deux fonctionnent. Moi, je vais essayer dans le point H. En fait, je vais réduire les espaces parce que c'est là les espaces. Ouais. OS Delay. Puis, OS Delay aussi. Tu sais, on peut pas juste utiliser OS Delay sans savoir c'est quoi, sans inclure ce qui a rapport avec OS Delay. Et vous allez voir dans le main.c, il y a SimSys OS. Donc, ça, c'est pour tout ce qui a rapport avec FreeRTOS. Donc, OS Delay fait partie de FreeRTOS. Donc, ça aussi, on va aller l'inclure. Donc, on va le mettre après dans les deux fichiers. C'est important de sauvegarder les fichiers, sinon, quand vous allez le bâtir, ça va utiliser l'ancienne version du fichier. Maintenant, si je compile, il ne devrait plus avoir d'erreur. Ah, il y a encore des erreurs. J'ai voulu le faire dans le point H. Peut-être que ça marche pas. On va le faire dans le point C. Ça, c'est les joies, tout le monde, de la programmation embarquée. On va enlever ça ici. On sauvegarde. C'est bon, on sauvegarde. C'est bon. Donc maintenant, on va aller build. Est-ce que ça compile cette fois-ci? Il donne encore des erreurs. Dans ce temps-là, des fois, vous faites clean project. Donc, ça vient déliter, enlever tous les fichiers de compilation. Et vous faites build après. Ça devrait rebâtir de zéro et donc ça devrait sûrement régler les problèmes. Ah, peut-être que... Ah, c'est niaiseux. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, quand je vous ai dit que toutes les pins sont générées ici, ben, il faut dans le main.h. Donc, tantôt j'ai dit, ah non, on va pas inclure le main.h.
Mais oui, il faut inclure le main.h parce que le main.h a toutes les pins de... qu'on veut utiliser dedans. Donc, on va enlever ça, puis on va juste inclure le main.h vu que main.h inclut aussi le HAL. Donc, on va faire ça comme ça. Et là, ça devrait compiler. Ça vous donne c'est un exemple de debug. Faire debugger un peu. Ça, c'est sans les breakpoints, là, mais juste faire comme ah, il y a une erreur. Où est-ce qu'on va? Et là, on n'a plus d'erreur. Maintenant, une fois que c'est compilé, vous pouvez aller le téléverser sur le board. Moi, j'ai pas de board en ce moment, mais vous allez peser sur le bouton Run. Je vais vous montrer la configuration. Euh, quand vous cliquez sur Run, ça va créer une application. Il faut s'assurer que tutorial.elf, ELF c'est les fichiers de compilation, il doit être là. Ils devraient déjà être là quand vous pesez sur Run automatiquement. Puis dans Debug, c'est où est-ce que ça va choisir la façon de programmer. Ça devrait être correct si vous laissez tout de base. Nous, quand on va programmer nos boards, on va aller avec un J-Link, mais de base, ST-Link, c'est ce qui est sur le board. Ici, la partie du haut, c'est un programmeur. Puis ça s'appelle un ST-Link. Donc, on le laisse de base. Et quand vous cliquez sur Run, ça va téléverser vers le module. Il y a des chances qu'il y ait un pop-up qui vous demande d'updater le software du module. Vous pouvez dire oui. Faites juste cliquer sur Next et ça va se faire tout seul. Euh, en fait, je pense que j'ai des images d'exemple de ça si vous voulez voir. Euh, hmm, Est-ce que j'ai des exemples? J'ai peut-être pas d'image. Ah oui, j'ai pas d'image. Mais c'est ça, vous pouvez dire oui, puis passer à travers l'upgrade du programmeur. C'est un peu dur de se tromper quand vous le faites. Après ça va pas avoir ça va pas avoir mis dedans, mais vous allez pouvoir après ça repaiser sur le play et ça va rentrer dans votre dans le board. Là, ce que vous devriez être en train de voir quand que vous faites ça, c'est rien va se passer pour commencer. Parce que dans le fond, le code qu'on a fait, c'est quand tu pèses sur le bouton, la lettre 2 à flash aux 200 millisecondes. Donc, tant que vous ne pèsez pas sur le bouton, il n'y a rien qui se passe. Si vous pèsez sur le bouton, la LED va commencer à flasher. Donc, je vous conseille d'essayer. Vous pèsez sur le bouton, ça va flasher. Si vous lâchez le bouton, ça va arrêter de flasher. Là, dépendant de quand vous lâchez le bouton, ben, la LED va entre rester allumée ou être fermée. Parce que tout dépendant de quand vous avez lâché. Puis c'est ça, vous pouvez jouer avec ça un peu. Après, si vous voulez, ça c'est juste pour ce qui est d'une seule fonction qui se fait appeler, une seule tâche. Après ça, si vous voulez rendre ça plus intéressant, ben on va aller copier ce code-là, puis on va le mettre dans LED 2 aussi. Mais cette fois-ci, si jamais ça fait des trucs d'indentation, CTRL A pour tout sélectionner, CTRL I, puis ça l'indente automatiquement. Euh, on va changer ça pour 700 millisecondes. Et donc, maintenant, si je fais CTRL S, je bâtis le programme. Ben là, quand vous allez peser sur le bouton, ben puis vous pesez sur play, quand vous allez peser sur le bouton bleu, ben la LED devrait flasher régulièrement parce que il va avoir la tâche LED 1 qui va essayer de la faire flasher aux 200 millisecondes et la tâche LED 2 qui va essayer de la faire flasher aux 700 millisecondes. Mais les deux tâches vont être en train de fonctionner en même temps. Ou un semblant en même temps. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Sinon, si vous voulez, vous pouvez toggle la pin à l'extérieur. Donc, il y en a une qui, quand que c'est 1, vous togglez. Sinon, quand que c'est 2, vous togglez pas. Donc, ce que ça fait, c'est si vous pesez dessus, ça va le faire aux 200 millisecondes. Puis si vous pesez pas dessus, ça va le faire aux 700 millisecondes. Donc, c'est un exemple. Vous pouvez, puis je vous conseille de vous amuser, puis d'essayer ça comme vous voulez. Donc, ça, c'est la base sur comment ça fonctionne. Donc,
gros du tutoriel, c'est à propos de comment utiliser CubeMX. C'est en train d'ouvrir. Comment juste changer le système, la clock ici, ça c'est important. Puis que dans Middleware, vous activez le FreeRTOS et vous créez les tâches pour le FreeRTOS ici. Ça, c'est la base pour CubeMX. Après ça, tout le code est généré dans le main.c. On ne touche pas au main.c. Toutes les pins sont générés dans le main.h. C'est important d'écrire le main.h dans nos fichiers. Et nous, on veut spécifiquement créer tous nos fichiers applicatifs dans un autre fichier qui s'appelle app. Donc ça, c'est la base. Donc merci d'avoir écouté la vidéo, puis j'espère que ça vous a permis d'apprendre un peu. Au revoir.